Il est le président de l'Union pour le mouvement populaire. Boubacar Siddir est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, mais surtout vous êtes président de parti politique. Je vais vous interroger en tant que président de parti politique, donc en tant que politique, ok? Je réfléchis à la première question que je vais vous poser parce que vous savez, l'actualité politique, il y en a tellement. Mais commençons quelque part. Commençons par le glissement de mandat. Le président de la République, par décret, a prolongé le mandat des députés avec avis favorable de la Cour suprême. J'ai dit, je vais vous interroger comme politique, mais heureusement, vous êtes juriste. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Pourquoi? Enfin, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un problème légal dedans, dans cette prorogation? Il y a 3 problèmes. Le premier, c'est que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, a précisé que la Constitution ne permettait pas le prolongement du mandat, parce que les conditions constitutionnelles pour prolonger le mandat ne s'y retrouvaient pas. Il faut un fait grave et sérieux qui justifie le prolongement du mandat. Et la Cour constitutionnelle dit qu'il n'y a pas eu de fait grave et sérieux qui justifie constitutionnellement le prolongement du mandat. Ça, c'est la Cour elle-même qui l'a constaté. Elle-même dans le même arrêt. Oui, bien sûr. Et dans le même arrêt, la Cour encore indique d'autres dispositions à travers lesquelles on peut faire le glissement. Donc la Cour a outrepassé son droit, parce que son droit, c'est d'interpréter la Constitution, et si elle est saisie pour un avis par rapport à la question du prolongement du mandat, soit du président ou des députés, de se prononcer. Et la Constitution a fixé des paramètres. Attendez, j'ai envie de comprendre. Vous dites que c'est la Cour d'abord qui dit qu'on ne peut pas prolonger le mandat des députés parce qu'il n'y a pas un fait grave. Oui. La loi dit que sauf en cas de fait grave, donc en cas de force majeure, voilà, seulement on peut prolonger le mandat des députés. Mais la Cour elle-même évoque des dispositions permettant de prolonger le mandat. Qu'est-ce que vous dénoncez dans ça? Ça veut dire qu'il y a des possibilités? Non, on peut voir, c'est ça, d'un autre point de vue. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de prolonger le mandat malgré qu'il y ait une première disposition ne permettant pas cette prorogation. Non, mais attendez, vous êtes malin, mais vous n'avez pas été concentré là. La Cour n'a pour compétence substantielle que d'être la gardienne de la Constitution, d'interpréter la constitutionnalité des lois. Et la Constitution dit que pour prolonger le mandat, il faut un fait grave et sérieux. Et la Cour a constaté, après analyse, qu'il n'y a pas de fait grave et sérieux. Alors, son devoir, c'était quoi? C'est de constater qu'il n'y a pas de fait grave et sérieux tel que prévu par la Constitution, donc il n'y a pas lieu à autoriser un glissement. Remarquez ceci. Dans ce cas, remarquez ceci. Une loi conforme à la Constitution, donc une loi votée à l'Assemblée nationale et constatée comme conforme à la Constitution, veut qu'on évite également, comment on dit, c'est un vide juridique qui a existé. Je veux parler par exemple du règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui dispose effectivement que le mandat des anciens députés expire à la prise de fonction des nouveaux députés. Et pourtant, il n'y a pas encore de députés élus. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer cette loi-là? L'article 2 de la Constitution dit que toute loi, tout règlement qui ne soit pas conforme à la Constitution est nul et de nul effet. Mais c'est conforme à la Constitution, non? C'est une loi qui avait été appliquée depuis longtemps. On revient sur la loi organique. La loi organique, elle a été rédigée comment? C'est une combine, c'est un complot, c'est un putsch que les députés ont fait contre ceux qui détiennent la souveraineté, à savoir le citoyen, le peuple. Comment? Ils ont fait 4 années de mandat sans avoir un règlement intérieur. Et c'est quoi le règlement intérieur de l'Assemblée? C'est l'ensemble des dispositions qui règlent le fonctionnement de l'institution. Et vous savez sur la base de quoi ils ont fonctionné? D'une loi abrogée. Donc cette Assemblée a anormalement fonctionné et elle nous a sorti toutes les lois et autres qui ont été édictées là l'ont été de façon anormale. Qu'est-ce que vous vouliez? Non, mais qu'est-ce que vous vouliez avant? Qu'ils fonctionnent sans loi? Non, mais attendez. Non, mais quand vous dites qu'ils ont fonctionné, c'est une loi abrogée. Je suis d'accord avec vous. Parce que oui, expliquez-moi pourquoi. L'ancienne Assemblée, au temps du général Lansana Conté, avait glissé au-delà de son mandat. Mais elle avait un règlement intérieur. Ce règlement intérieur a été abrogé par le règlement intérieur du CNT.
D'accord? Toute nouvelle loi de la même teneur abroge toute ancienne loi de la même teneur. OK? Ça veut dire quoi? Qu'il Ça veut devrait dire fonctionner selon les règlements du CNT, c'est ça? On ne peut pas avoir deux règlements intérieurs valides dans un pays. Donc le règlement intérieur du CNT a abrogé le règlement intérieur de l'Assemblée qui était là avant nous. Et à la seule différence que le CNT n'était pas composé comme l'Assemblée nationale. Laissez-moi, je vais vous expliquer. Allez-y, donc j'ai juste envie de comprendre avant de passer. C'est différent de l'Assemblée nationale parce que le CNT a joué tout rôle législatif en fonction des prérogatives qui lui ont été accordées dans le sens de notre constitution actuelle, dans les dispositions transitoires. Il faut bien lire là. Alors, donc aujourd'hui, si cette Assemblée devait utiliser un règlement intérieur, c'est celui du CNT. Il est celui du CNT qui est valable. Il fonctionne sur la base du règlement intérieur. J'ai envie de vous laisser continuer, Avec. mais là, j'ai envie de comprendre ce point. Allez-y. Je vous disais tout à l'heure là que le règlement intérieur du CNT n'est pas le même que celui de l'Assemblée même. En fait, l'Assemblée dirigée par Aboubacar Sompare, donc l'Assemblée que vous considérez expirée, qui a été abrogée par le règlement du CNT. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée, par exemple, il y a une catégorisation des partis politiques. Il y a des groupes parlementaires, mais au CNT, ça n'existait pas. Non. Comment doivent-ils fonctionner dans ce cas? Au CNT, il y avait des commissions pérennes de travail. Oui, mais il écoutez, n'y avait pas, par exemple, des groupes parlementaires. Mais le CNT, c'est un organe transitoire. Mais voilà pourquoi l'Assemblée nationale dire... ne pouvait pas fonctionner avec ce règlement intérieur qui était transitoire. J'évoque un aspect. N'allez pas à cette interprétation. La loi... C'est une interprétation possible. Non. Parce que vous voyez, ce sont des arguments qu'ils peuvent utiliser. En droit, ce soit l'instrument il est légal ou il n'est pas légal. Il n'y a pas d'interprétation politicienne. Alors, le règlement intérieur de l'Assemblée se trouve être abrogé par celui du CNT. Point barre. Il n'y a pas à spéculer. Maintenant, s'il devait fonctionner sur la base d'un règlement intérieur valable, c'est celui du CNT. Et alors, il laisse le CNT, il prend le... Si le CNT n'était pas applicable au niveau de l'Assemblée, comment aurait-il fait? Mais il est applicable. Le CNT a fonctionné conformément à toute notre assemblée. J'ai envie de dire, c'est que ce règlement-là ne peut... Vous savez, le règlement, l'Assemblée a une compétence. Donc, on fonctionne sur la base des compétences. Du moment où le CNT n'a pas la même configuration, le CNT n'a pas la même configuration. N'a pas la même configuration que l'Assemblée nationale. Ce n'est pas intéressant. Non, vous savez, c'est intéressant justement à ce niveau parce que vous voyez. C'est le droit et les mécanismes qui sont importants. Le reste, la structuration, ça, c'est comme une maison. Vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Très bien. Donc à la fin, ce qui veut dire que la prorogation de mandat des députés est illégale. Je revenais sur ce point-là. Ils ont fait 4 années sans règlement intérieur, mais quand ils ont compris que la Constitution ne prévoit pas la prolongation du mandat, et ils ont compris qu'il n'y a pas de cause légale pour prolonger le mandat. Donc, il n'y a aucun instrument de droit qui pouvait justifier la prolongation du mandat. Ils en ont créé un. C'est à la 4e année de mandature qu'ils se sont accordés à mettre en place et à adopter le règlement intérieur, dans lequel ils ont mis des avantages excessifs et aussi même ils ont mis des dispositions qui violent la Constitution. Je me demande comment la Cour constitutionnelle a laissé passer ce règlement. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Alors, personne n'a invoqué l'inconstitutionnalité de cette loi-là. Mais vous savez, la Constitution prévoit que même le citoyen évoque l'exception d'inconstitutionnalité. Même au niveau des juridictions, quand on doit vous juger sur la base d'un code qui a été adopté, qui est en vigueur, si vous, le citoyen, vous constatez qu'une disposition est inconstitutionnelle, vous soulevez l'exception et vous ramenez le problème. Et comment agirez-vous? Comment ce citoyen-là doit agir? Il doit écrire? Non, mais il soulève juste l'exception d'inconstitutionnalité et puis le juge sursoit à la procédure. Il ne peut le faire que lorsque le problème se pose. Oui. OK? Ce qui veut dire que vous, président de parti politique, vous pouvez le soulever, justement, non? Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée qui violent la Constitution. D'abord, sur le point qui leur donne droit par rapport au mandat impératif, par exemple. Vous savez, la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'un mandat, c'est-à-dire qu'aucun député n'est tenu d'obtempérer aux injonctions de sa base. Des fois, il peut arriver que le député... Là aussi, on nous dit que c'est... Vous savez à quel moment il nous soulève ça? Parce que j'ai posé la question à des députés, est-ce qu'ils vont prolonger ou pas? Pourquoi ce sont les partis politiques qui doivent décider si les députés vont siéger? Il y a un député qui me dit,
Eh ben, comment vous l'avez dit tout à l'heure là, mandat impératif. Cette histoire de mandat impératif ne s'applique que lors des débats à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous ne sommes plus à l'Assemblée nationale, donc les partis peuvent décider. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont mis dans le règlement intérieur? Ça veut dire que lorsque un député démissionne ou est radié, il perd automatiquement la qualité de député. Donc, ça veut dire si un président de parti dit à son député « vote pour telle loi et dans tel sens » et que le député, dans les débats, ne se retrouve pas dans l'esprit de cette orientation, mais s'il vote contre la volonté de son parti, on peut le radier. Et une fois qu'on le radie... Qu'est-ce que vous dénoncez au niveau des députés? Ça veut dire qu'ils ont perverti l'esprit des dispositions constitutionnelles et ils ont mis des faveurs. D'abord, ils ont donné au chef de parti le pouvoir de démettre un député, ce qui n'est pas constitutionnel. Et ensuite, ils se sont donné la faculté de proroger un mandat, alors que la Constitution est claire. C'est lorsqu'il y a un fait grave et sérieux. Et donc, eux, ils ont trouvé un autre mécanisme très malhonnête et subtil, de dire que nous restons jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une nouvelle équipe, même s'il glisse 1000 ans, c'est-à-dire le temps de 1000 mandats, ils doivent être là. Est-ce que c'était ça l'esprit de la Constitution? Donc c'est ça, nos députés sont malhonnêtes, c'est ça? Ben oui, ils ont posé des actes malhonnêtes. Il n'y a pas de mouvance ou opposition, c'est du pareil eux-mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, la Guinée est en otage de deux partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Voilà. Et je pense que ces deux groupes-là agissent même au détriment de leurs champions. L'UFDG, tout ce qu'ils pensent poser comme acte, c'est contraire à tout ce qui peut défendre les valeurs du président Cellou Dalein. Il ne peut pas venir à son corps défendant, braver les forces de l'ordre et demander qu'on lui tire dessus pour des convictions avérées, et que ces députés refusent de renoncer à des petits avantages au nom du respect de la légalité. Vous savez, il y a des conséquences politiques. Il y a des conséquences politiques. Est-ce qu'il faut laisser l'autre côté agir tout seul à l'Assemblée nationale et faire passer des lois comme par exemple une révision constitutionnelle? Je ne sais pas. Mais c'est là où ils sont contradictoires. Ah, n'est-ce pas? Quelquefois, ils vous disent non, telle loi a été votée parce que la mouvance était là, on ne peut pas, ils sont la majorité. Et quelquefois, on vous dit non, il faut qu'on soit là. Non, mais s'ils ne sont pas là, c'est plus grave parce que la mouvance aura la majorité qualifiée. Ils n'auront plus besoin d'avoir 78 députés, je pense, pour adopter une loi organique, par exemple. Si l'opposition est là, l'opposition peut empêcher cela, parce que ça obligera le gouvernement de nous... Permettez-moi de vous poser une question. À moi de me poser une question? C'est moi qui pose les questions ici, M. Sidé. Alors, vous savez que je ne répondrai pas à votre question, vous savez. Je suis bien placé. Mieux votre tête seulement, vous n'avez pas besoin de répondre. Allez-y, donc je vous écoute. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un voler chez votre voisin, il ouvre les portes, il prend tellement de matériel, vous vous dites, mais je ne dois pas le laisser seul prendre tout ça. Alors, je dois moi aussi prendre un peu pour ne pas qu'il soit le seul bénéficiaire. Quel doit être le comportement des députés de l'opposition, notamment je parle de l'UFR, je parle de l'UFDG, je parle de tous les autres députés qui ne sont pas de la mouvance présidentielle? S'ils respectent la morale de notre vision, c'est de défendre les lois, de fortifier les institutions. Quitter l'Assemblée donc. Donc, de surseoir. De quitter l'Assemblée. Vous comprenez? La politique de la chaise vide, ça paye ça? Ceux qui décideront d'être là, ils vont rester là, ils vont assumer ça devant l'histoire. Et je pense que tout investisseur sérieux, tout État sérieux, ne prendra pas fait et cause du travail d'une telle assemblée. Vous voyez, une organisation de la société civile a posé le débat de notre Constitution. On a tout le temps et trop parlé du troisième mandat, mais en réalité, il y a une autre idée qui émerge, une quatrième république. Là aussi, c'est possible, non? On peut changer de constitution. On peut changer de constitution, M. Sidé. Oui, possible, non? Légalement, conforme à la Constitution. Non, pas légalement. Bien sûr. C'est des situations de fait. Lorsqu'il y a coup d'État, tout de suite, et qu'on dissout la Constitution, on peut reprendre une CNT. Non, c'est que j'ai envie de dire, vous le savez, vous savez de quoi je parle. Non, mais je vais être plus précis. Si, alors je vais être plus précis. Je vais vous dire que le président de la République, Alpha Condé, peut présenter une nouvelle constitution, oui ou non? Non. Conforme à la... Pourquoi pas? Non, absolument Pourquoi non. pas? Mais comment il va faire? La Constitution est un instrument périn.
On ne peut pas le modifier à la guise. Écoutez, ce qui ne marchera plus dans ce pays. Quelle est la règle de droit qui l'empêche de présenter une nouvelle constitution à l'Assemblée, par exemple, au référendum? Quelle est la loi qui l'autorise à déposer une constitution en changement d'une autre qui existe? Les constitutions se modifient. Lorsqu'il y a par exemple des dispositions qui sont caduques, où on estime que les pratiques ne sont plus conformes à la constitution en vigueur, il peut changer de constitution. Mais il n'y a aucune loi qui lui dit qu'il ne peut pas changer de constitution. Non, je vous pose la question. Là, maintenant, je vous réponds en tant que consultant international en droit. Non, en tant que président du parti politique. Bon, ok, continuons, mais le président est dans la forme constitutionnellement acceptée. Alors, la Constitution prévoit toutes les possibilités de révision, de modification, mais jamais de suppression. La Constitution ne prévoit pas qu'elle soit supprimée elle-même ou remplacée par une autre. Elle prévoit que tout ce qui est caduc soit modifié et elle prévoit aussi que des dispositions ne puissent pas être modifiables. Et ça, c'est de ça que vous voulez parler sans le dire. Et c'est ce que les proches du président veulent. Un troisième mandat inscrit dans une Damaro qui l'a évoqué. Hein. C'est Damaro. Damaro, il est député aussi. Damaro ne peut pas, Damaro, parce que Damaro et moi, nous avons rédigé cette constitution. Il ne peut pas la violer de cette forme-là. S'il s'abuse à faire ça, il en emportera l'entière responsabilité des faits qui se produiront au-delà de cette forfaiture-là. Et je pense que ça a une teneur morale et historique extrêmement lourde, que ça dépasse la tête d'un petit fonctionnaire. La loi sur la CENI. Vous avez envie de parler de la loi sur la CENI, parce que ça vous dérange. Oui, ça me ronge. Oui, allez-y, dites tout ce que vous voulez là-dessus. C'est une loi qu'on attribue à l'Assemblée, mais qui a été rédigée par un petit groupe. Encore le RPG et l'UFDG. C'est toujours les mêmes. Attendez, politiquement, ce sont vos plus gros ennemis, si on peut le dire ça comme ça, non? Ce sont vos bêtes noires, c'est ceux qui vous empêchent, vous, d'évoluer dans votre ambition politique. C'est ceux que vous accusez de tout. N'est-ce pas? Le RPG, l'UFDG. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, vous l'aurez fait disparaître, ces deux partis politiques, n'est-ce pas? Non, mais si j'ai une baguette magique, j'allais laver leur cerveau à respecter le droit et les lois. Parce que vous savez, le problème dans notre pays, c'est qu'ici, les formations peuvent défendre ouvertement une chose et se positionner dans le camp qui viole la même chose. C'est ce que je refuse que ça vienne de l'opposition ou de la mouvance. Il vous souviendra ici qu'on a lutté contre la mise en place des délégations spéciales. Oui. Il y a eu 5 morts. Oui. Et après, il y a eu un accord politique où tous ceux qui défendaient et qui ont fait descendre les gens dans la rue ont accepté de siéger. Oui. Et après, on a accepté de partager les délégations spéciales. Mais quelle morale vous donnez à ça? Lorsque vous vous battez contre une chose, jusqu'à en perdre des vies humaines, des moyens et autres, et puis vous reprenez la même chose, vous l'acceptez et vous la validez et vous l'assumez. C'est au nom de la République. Voilà, d'accord. Donc alors cette République-là... C'est surtout ça, vous les politiques. C'est surtout vous les politiques qui nous apprenez cela. Hein. Il faut l'accepter au nom de la paix, de la réconciliation nationale, du respect de nos droits, au nom de la République. La paix s'acquiert dans la guerre. C'est quand il y a eu la guerre que la paix peut être durable. On a connu 2 guerres mondiales, il n'y aura jamais une 3e guerre mondiale. D'accord? S'il n'y avait pas eu ces 2 premières guerres mondiales, il y en aurait toujours eu des guerres. Pourquoi? Parce que l'humanité a tiré la valeur de l'intelligence, de l'esprit et de la valeur des lois. Aujourd'hui, les Nations Unies existent. Des pays tellement puissants se voient interdits de faire certaines flagrances. Alors, c'est au nom du respect des valeurs légales. Pourquoi aujourd'hui, on a le Mont Simandou? Ça fait l'objet de convoitises de toute l'humanité. Mais pourquoi la Chine ne viendrait pas envahir la Guinée pour exploiter ça? Elle en a le pouvoir, et si elle le fait, ça passe quoi? Rien du tout. La vie ne va pas finir. Mais pourquoi elle passe par des concessions, des conventions et autres? C'est parce qu'il y a des lois qui sont respectées à l'échelle internationale. Pourquoi nous, en Guinée, ici, les acteurs politiques ne sont pas capables de respecter nos propres lois? On peut combattre quelque chose jusqu'à en obtenir des équivalences en avantage pour accepter ce qu'on a combattu. C'est la morale que notre parti UMP, Union pour un mouvement populaire, c'est ce que nous refusons. On va parler de gestion parce que je vais manquer de temps. J'ai vraiment envie de parler avec vous de beaucoup de choses et plus longtemps, mais peut-être que je reviendrai. Là, je vais avancer.
On va parler de gestion. Le Premier ministre Kassory Fofana, au mois de mai dernier, quand il venait, je pense, devant l'Assemblée nationale, il déclarait vouloir lutter contre la corruption. C'était l'une de ses priorités d'ailleurs. Plusieurs mois après, on a le DG de l'OGP qui a été traduit en justice pour faire de corruption, le DG de l'OGC qui a subi le même sort, et récemment, c'est le directeur général de la LONADJI. La lutte contre la corruption, pensez que c'est le bon chemin? C'est le bon chemin? Vous êtes confiant en vous depuis? Ben, il n'y a jamais eu de lutte contre la corruption. C'est-à-dire que quand on veut mentir aux partenaires pour faire croire que le gouvernement prend une orientation à faire un toilettage du système, après on jette certains gens en pâture. Ou lorsque ces gens-là... C'est donc que ce sont des sacrifiés? C'est des sacrifiés, c'est tout. Parce que, voyez-vous, on a pompé 450 millions de dollars pour l'achat de groupes électrogènes pour EDG qui n'ont jamais fonctionné. Est-ce que vous avez entendu une seule fois que quelqu'un a été arrêté? C'est peut-être étape par étape, non? Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui un programme de lutte contre la corruption en Guinée? Est-ce que ce qu'on reproche aux gars de la LONADJI, ça atteint 450 millions de dollars? Les 450 millions de dollars, c'est depuis plus de 5 années que ça a été dépensé dans les finances publiques. Personne n'a ouvert une enquête. La Sotelgui a fermé 1500 emplois. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a prévendu toutes les cartes de recharge qui devaient servir à l'achat du consommable pour alimenter les pylônes. Et le directeur qui est là, il a prévendu tout, il a partagé jusqu'au pied du président. Et puis après, la société ne pouvait plus pourvoir à l'alimentation des pylônes. Les pylônes se sont éteints, la société est fermée. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de condamnation. C'est flagrant, 1500 emplois perdus dans un pays et ces gens sont là, ils n'ont jamais été indemnisés. D'accord? Et ça, on n'a pas... Est-ce que depuis 8 mois, vous pensez qu'il y a un plan de lutte contre la corruption? Est-ce que depuis 8 mois, vous voyez quelque chose à changer pour vous sur ce plan? Depuis plus de 8 mois, moi j'ai vu des Guinéens victimes du vol à l'arraché. Au ministère des Transports, je vais citer ce ministère-là, parce qu'il y a eu un hold-up rocambolesque qui a été organisé. On vient là, le conseiller juridique dit à une entreprise qui a souscrit, qui a gagné l'appel d'offres, qui est venue et dont même la convention a été signée par le propre ministre, qui s'est ravisé que derrière le contrat, il y a beaucoup d'argent, donc il a rappelé le dossier. Le conseiller juridique dit à la société, vous êtes incapable d'exécuter le marché, alors qu'ils n'ont même pas eu l'autorisation d'exercice. Il dit donc nous devons vous donner un partenaire et le partenaire doit avoir 40% des actions. Et vous aussi, vous êtes obligé d'avoir un partenaire qui va aussi prendre 40% des actions de votre société. Donc que les partenaires vont rentrer dans l'action et détenir 70% des actions de la société et changer la forme de la société. Le conseiller juridique du ministère des Transports, lorsque pour avoir souscrit à un marché, on veut rentrer prendre 70% des actions de votre société, et lorsque l'entreprise a écrit au ministre pour lui expliquer ses faits, et ça a été fait par voie d'huissier, le même conseiller juridique est parti prendre un huissier pour faire le procès verbal de constat. Qui est ce conseiller juridique? C'est un certain Alabi. Il est encore toujours là. Il est toujours conseiller? Il est toujours conseiller. D'ailleurs, il est toujours meilleur conseiller. Et on va s'attaquer à un gars de la LONADJI parce qu'on a vu des écarts sur les chiffres sans qu'une juridiction n'ait établi sa culpabilité. Alors qu'il y a un coupable ambulant qui est là, dont la forfaiture est constatée par un acte d'huissier de justice. Et lui, non. Quand on a saisi le ministre, à l'époque c'était Oye Guilavogui, pour lui dire voici les faits que ton conseil juridique a fait, il dit d'ailleurs vous perdez le marché, on vous retire le marché. Alors, comme me disent, la corruption dans ce pays, c'est une foutaise. Mais la justice, elle est où dans tout ça? Parce qu'on peut porter plainte à la justice, non? Ben, j'ai oublié la notion, mais je pense que c'est lorsqu'on a le sentiment qu'il y a justice qu'on a le réflexe de partir vers la justice. Aujourd'hui, la justice, c'est elle qui vole les politiciens. Nous sommes victimes de cette justice-là. C'est eux qui président les CACV de centralisation. Le plus grand vol électoral a été orchestré dans ça, et c'est devant eux qu'on doit porter les recours. Alors, écoutez, il faut toujours les porter. C'est la justice. Il s'appelle encore justice, vous savez, ceux-là. Donc il faut la justice, quand elle est juste, elle inspire. Si elle n'est pas juste, je pense qu'elle envoie une autre voie qui n'est pas souhaitable. D'accord.
qui n'est pas souhaitable. On peut juste imaginer la suite, je voulais dire. Boubacar Sidiri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'en avoir posé autant. Oui, il y en a tellement, Bon, enfin, je vous donne encore 30 secondes. Peut-être il y a une question sur laquelle on ne vous a pas interpellé ou une question qui vous tient à cœur. C'est le moment de la carte blanche. Vous regardez la caméra derrière moi et vous évoquez le sujet. Voilà. Moi, je voudrais interpeller la conscience collective des Guinéens. Leur demander, au-delà de leur choix politique ou de leur sensibilité affective, ils doivent voir ce que nous défendons. La morale de notre vision, c'est de défendre les institutions, les lois et le droit. Donc, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, refusons le glissement parce que le glissement aujourd'hui en entraîne un autre glissement demain. Et ça y va contre toutes les valeurs que la République défend. Voilà. D'accord. L'UMP. L'UMP, ça existe depuis combien de temps? L'UMP existe depuis 2014. 2014. L'UMP 2014. Vous savez, j'ai tellement envie qu'on parle de... Eh bien voilà, c'était la carte blanche de Boubacar Sidiri Diallo. Il est le président de l'UMP, Union pour un mouvement populaire. Il était notre invité dans Droit dans les yeux. Derrière les caméras, Amara Alexilla et Mohamed Aliouba. À la réalisation et au montage, Alassane Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.